Bon, Alexandra, exercice obligé, rituel, mais quand même finalement toujours intéressant à faire, puisque globalement, le résultat 2014 est plutôt satisfaisant. Vous êtes toujours au-dessus de la moyenne du marché du commerce. Oui, effectivement. Donc l'année 2014, on a tout commerce coopératif associé confondu clôturé avec une progression de plus 1%. Donc c'est vrai que ça ne reprend pas les progressions des années précédentes. Ceci dit, toujours en référence au commerce de détail et à l'estimation qu'on peut en faire à date, ça reste néanmoins supérieur, puisqu'on l'estime plus ou moins à 0,4% selon les indicateurs. Ce qui est important de voir, c'est pourquoi 1%, alors que par ailleurs, le commerce associé s'est développé, on le verra aussi. 1% parce que on a assisté à une baisse de l'inflation, ça c'était, on en a beaucoup parlé dans les médias. On a aussi, comme toujours, cette résilience de l'épargne qui a encore pris un point, on est passé à 16%. Il y a une certaine méfiance qui est arrivée. Il y a la poursuite de la baisse du panier moyen. Donc tous ces éléments qui font que le chiffre d'affaires en tant que tel, même si le volume se développe, le chiffre d'affaires lui-même est plus compliqué à faire augmenter. Donc il y a des freins généraux à la consommation en fait qui concernent toutes les formes d'organisation, mais malgré tout un peu moins vous puisque vous êtes au-dessus de la moyenne. Un peu moins nous, on est au-dessus de la moyenne aussi parce qu'on se développe physiquement. On constate qu'il y a à la fois un solde positif en termes de points de vente qui est de 1200 sur l'ensemble des points de vente. Donc on a maintenant plus de 43 000 points de vente dans le commerce coopératif associé. Donc un solde positif de 1200 points de vente et un solde positif d'associés de plus de 600. Donc ce qui montre que effectivement les éléments valeurs eux, ont plutôt tendance à stagner de par l'environnement, mais la croissance, elle, perdure de par le développement des points de vente. Le développement des réseaux, la naissance de nouveaux réseaux. Ce qui est important aussi dans le comparatif de ces deux soldes associés points de vente, c'est toujours ce dynamisme qu'on enregistre, c'est-à-dire c'est la croyance que nos adhérents ont dans leur système, puisque certaines créations ont été faites à partir de nouveaux entrants, mais aussi on a de plus en plus d'acteurs qui se développent toujours et encore plus pour certains, et qui donc passent de 1, 2, 3 à 4, voire plusieurs points de vente. 5 même. Voire 5, voire même plus. Donc effectivement, la valeur, elle, est freinée et moins importante, en progression néanmoins, mais la dimension physique de l'offre, etc., elle est en très nette progression. L'emploi. Alors effectivement, Eric l'a parlé, c'est la grande fierté. C'est vrai que c'est important, c'est qu'avec tout ça, c'est lui le solde de l'emploi, il est de plus 18 000. À répartir dans les têtes de réseau et dans les points de vente. Donc dans les points de vente, on l'a vu, un solde de 1200 supérieur. Donc une certaine logique, une montée en puissance, ça reprend, ça fait écho aux propos de Nicolas qui nous parlait de service, dont on parle bien sûr de plus en plus. Donc la notion de service, c'est souvent de la main-d'œuvre et des salariés supplémentaires. C'est aussi plus un développement au niveau des têtes de réseau qui, pour proposer des services dans les points de vente, doivent d'abord être pensés, réalisés, développés au niveau des têtes de réseau également. Donc on a vu aussi une montée en puissance du salariat dans les têtes de réseau. Alors je rassure les adhérents, ça reste encore des ratios très faibles ou très raisonnables. Il n'y a pas de gras dans les coopératives, voilà, par rapport à d'autres structures. Mais c'est vrai que les nouvelles technologies, il y a l'apparition de nouveaux métiers qui nécessitent des compétences nouvelles. Alors, cette différence entre l'évolution globale du chiffre de 1 point et de l'emploi de 3,5, il y a deux lectures possibles. Alors, je lance la question, et comme ça, Eric, lors de sa conclusion, il a à peu près 1h30 pour y réfléchir. C'est qu'on peut voir soit effectivement ce développement du service et que vous avez intégré cette attente-là qu'a le client contemporain, soit on peut aussi avoir une lecture, alors je force le trait, mais un peu plus laxiste, c'est que c'est une distorsion qui économiquement est peut-être risquée si le chiffre ne progresse que de 1 et que l'emploi progresse de 3,5. Eric, tu as 1h30, mais Alexandra peut déjà répondre. Je pense ce sont des entrepreneurs qui sont aussi bien à la tête qui sont aux commandes de la tête de réseau que dans les points de vente. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de gérer, de regarder, qui savent compter, et qui donc, en revanche, mais savent investir aussi, parce qu'à un moment donné, on est à un tournant. Donc, un tournant, il faut aller de l'avant, et quelquefois, aller de l'avant, c'est investir, et investir, c'est aussi investir en hommes. Et si on veut mieux servir le consommateur, être plus à l'écoute de ce qui se passe, faut peut-être investir, et puis après, le chiffre d'affaires lui arrivera. De toute façon, en valeur physique, le développement est beaucoup plus important. Une tweet question que je lis sur ma tablette
Depuis combien de temps le commerce associé surperforme-t-il le commerce total? Probablement depuis toujours, oui, mais nous, on combien de temps vous le l'étudie mesurez depuis, ça doit être la 11e ou 12e année qu'on l'étudie, D'accord. et depuis qu'on l'étudie, c'est quelque chose que l'on a systématiquement constaté, aussi bien dans sa globalité que pratiquement dans tous les secteurs. Dans des secteurs très en développement comme le sport, le tourisme, le loisir, le jouet, qui sont des secteurs qui sont développés cette année, nos enseignes se sont développées encore plus. Dans des secteurs qui sont plus atteints, moins en développement cette année, nos enseignes ont quand même eu des développements supérieurs à celles de leur marché, même quand il est en stagnation, voire en baisse. 2014, un bon millésime, c'est ça? C'est ce qu'il faut retenir? C'est probablement pas le meilleur, mais de toute façon... J'ai pas dit le meilleur, j'ai dit non, bon. mais ça n'est pas un mauvais millésime en tous les cas, même si c'est quand même assez tendu. Parfait, on restera sur cette idée. Merci Alexandra. 2014. Non, excuse-moi, il y a encore des chiffres. Ah, pardon, vas-y, tu as encore des chiffres. Mais je croyais qu'elle nous avait tout dit. On a fait le filage 15 fois. Elle nous avait Olivier. tout dit. Non, alors, non. Il manque quel chiffre? Il manque tout simplement... C'est des valeurs, c'est pas les chiffres. Oui, mais il y a les chiffres qui viennent après. Ah bon, pardon, d'accord. On a voulu aller voir un petit peu au niveau tout, de l'opinion publique ce qu'il en était de la connaissance du commerce coopératif associé. Nous, on baigne dedans, vous aussi, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Maintenant, le grand public, qui connaît les enseignes, mais l'appellation, qu'en est-il? Donc, on est allé faire une petite étude avec OpinionWay, qui est toute fraîche, puisqu'on l'a fait au mois de mai. Ce qu'on constate, c'est... moi, j'étais plutôt agréablement étonnée, c'est que 43% des Français déclarent connaître le modèle coopératif associé, cette forme de commerce. Donc, je pensais que les chiffres seraient peut-être moins importants, mais 43%. Il y a encore une marge de progression importante à faire, mais 43%, je trouve que c'est déjà un bon début. Mais il y a autre chose dans l'étude, surtout. En revanche, voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on pousse plus loin, parce que une chose est de connaître l'appellation, une autre est après d'en comprendre le mécanisme. Quand on leur parle des valeurs, la mutualisation, le partage, l'implication, la solidarité, la démocratie, tout ce qui fait le commerce coopératif et associé, et qu'alors on leur demande si cette forme de commerce évoque quelque chose pour eux, est-ce qu'ils ont une certaine sensibilité, 70% d'entre eux déclarent alors vouloir privilégier cette forme de commerce. Donc, ils sont quand même près de la moitié à le connaître, mais s'ils connaissaient encore mieux ce qu'il y avait derrière, je pense qu'ils seraient encore plus nombreux à le plébisciter. Et il faut mettre en écho à ça le fait que les coopératives ne le revendiquent pas toujours d'ailleurs. Dans leur propre communication. C'était d'ailleurs un thème une fois de ces rencontres. Absolument. Visiblement, le terreau, il est quand même fertile pour. Alors, il est fertile pour... Peut-être que de façon induite, ils le ressentent. La proximité du chef d'entreprise dans son magasin, la connaissance qu'il a de ses clients de façon même personnelle, peut-être la qualité du service, etc., font que le consommateur perçoit, sans en avoir conscience, que ces valeurs-là existent. Mais effectivement, peut-être que si elles étaient davantage mises en avant, il y aurait encore peut-être plus d'appétence pour ces enseignes-là. Et puis, ça reprend également, et ce n'était pas téléguidé, la clôture de Nicolas, c'est-à-dire que dans l'avenir, est-ce que les consommateurs pensent que cette forme de commerce a de l'avenir? Pour eux, c'est la forme de commerce qui est celle qui a le plus de potentiel pour le développement dans les années futures. Une autre question que je lance déjà pour Eric pour sa conclusion, parce que quand on furette dans l'étude, on voit quand même que derrière le 70% d'intérêt pour votre forme d'organisation, on voit quand même un écart entre, schématiquement, les jeunes et les vieux. Je vais le faire très court, mais en gros, plus on est jeune, moins on est sensibilisé, plus on est vieux, plus on l'est. Je fais un peu court, mais c'est quand même ça, la direction des résultats de l'étude. Moi, j'avais en tête que ce profil-là, c'est au niveau de la connaissance. Ah non, c'est le fait d'adhérer. C'est le 70%, comment il se ventile en gros. Donc ça va plutôt à 40% chez les jeunes et beaucoup plus chez les seniors. On demandera à Eric si justement il faut du coup plus communiquer vers ces jeunes cibles sur votre spécificité. Autre Toi, point, tu avais Alex. une explication que tu n'oses pas me dire, mais que tu pensais que les jeunes étaient peut-être plus individualistes. Par principe, sociologiquement, le jeune est plus égoïste que l'aîné qui, lui, devient plus altruiste, ne serait-ce parce qu'il tente de se racheter peut-être de tout ce qu'il a fait de mal pendant sa vie. Sans doute du judéo-christianisme, mais les jésuites qui m'ont élevé probablement sont responsables de ce sentiment. Ou qu'il en a perçu l'intérêt aussi qu'il peut en retirer. Tout à fait. Tout à fait. Autre point sur les valeurs, parce qu'on ne va pas terminer sans les valeurs du coup, c'est ça. Sur les chiffres, c'est bon? Oui, les valeurs, on les a faites. On les redit quand même parce qu'elles ont disparu. Elles ont disparu. Elles ont disparu, mais je sais que tu aimes bien le faire à chaque fois. Je les ai citées, tu n'écoutes rien. C'est le partage, la mutualisation, la solidarité, l'implication et la démocratie. Tu aimes aller répéter tellement de fois pour être bien certain que tous tes ouailles les appliquent dans leur quotidien que c'était l'occasion de le refaire. Vous voyez, on y est arrivé quand même. Merci Alexandra. Merci. On en sait plus sur le commerce associé version 2014.
Alors on va ouvrir la première des tables rondes de cette matinée. On va parler dans un premier temps d'économie collaborative. On parlera ensuite de consommation et de commerce collaboratif. Pour évoquer ce sujet, je vais appeler Olivier Bitoun, qui est journaliste et spécialisé sur la distribution. Bernard Cadot, que vous connaissez évidemment, c'est le patron du réseau Orpi, c'est l'un des vôtres. Olivier Cohn, lui aussi, est directeur général de Best Western France, un membre de la FCA. Et Stéphane Solinski, le directeur général de Sport 2000. Olivier, Bernard, Stéphane, c'est à vous. Allez, vous pouvez les encourager, parce que vous avez vu que l'exercice n'est pas facile. Olivier, mets-toi en face, comme ça on pourra... Ça marche. Se faire des petits clins d'œil. Le temps que vous vous installiez, ne tapez pas sur les micros, ils sont ouverts, vous inquiétez pas. Le temps que vous vous installiez, on va planter le décor et on est allé demander à nos élus, ce qui en théorie se fait de mieux dans le grand organigramme français, on est allé à l'Assemblée nationale, la salle des 4 colonnes, vous la connaissez parce que c'est en général là où ils sont interviewés par toutes les émissions. Et bien là, ce coup-ci, c'était pour votre fédération, on leur a demandé ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient de ce grand sujet qui est l'économie collaborative. Regardez. Bonne question. Par pitié, parlons français. Je ne connaissais pas les noms que vous m'avez donnés, donc ça montre que j'ai quand même de sérieuses lacunes. Oui, c'est le, comment on appelle ça, le commerce, comment on appelle ça C'est tout simplement faire appel au peuple pour lancer des projets. Vous dire si c'est porteur d'avenir, je l'espère. Moi, personnellement, je pense que ce ne sont pas des solutions. C'est quand même un sacré changement culturel et d'économie. Voilà. C'est aussi une perspective enthousiasmante et nouvelle. C'est utile parce que je pense que la mobilisation de tous les financements est bienvenue dans les temps qui courent. Il y a des sources d'activité dans l'économie collaborative. Il y a des sources très intéressantes de développement. Je dirais simplement attention à bien encadrer ces activités. Je ne pense pas que ça résolve véritablement le problème de la croissance économique en France. Qui l'organise, sous quel mode, comment tout ça est régulé. Et c'est ça l'enjeu majeur des prochaines années. Ce sont de petites actions qui peuvent effectivement faire redémarrer. Est-ce que l'intérêt général y trouve son compte? Je pense que oui, mais ça reste sans doute à approfondir. Je ne sais pas si c'est une rue de secours, mais vous avez déjà des petits commerçants de centre-ville qui se sont mis à la page. Oui, la mutualisation des moyens, c'est évident. La grande distribution l'a très bien compris, puisqu'elle n'a pas cessé justement de grandir, de se concentrer. Est-ce que ça créera des emplois? La question, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui refait le coup, qui nous fait croire qu'il s'adapte au commerce de proximité. Moi, je crois non pas à la disparition complète des circuits traditionnels, mais plutôt à une forme de cohabitation entre les deux. Autrefois, ça existait, mais de façon totalement, j'allais dire pour le coup, artisanale. Maintenant, effectivement, avec Internet, ça devient un marché. Bien, c'est quand même très partiel cette connaissance de l'économie collaborative et c'est parfois garanti pure chaîne. Vous avez entendu la langue de bois quand même à 200% sur certains sujets. Alors on va commencer avec toi, Olivier, par peut-être donner quelques définitions, quelques chiffres clés. C'est quoi l'économie collaborative? Et ensuite faire témoigner ceux qui sont à tes côtés. Olivier. Ouais, alors merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on l'a vu avec nos politiques, il y a un besoin de définition, c'est clair. Enfin, pour nous, mais pas pour eux, visiblement. Mais avant d'entrer dans la définition, dans le champ de la définition proprement dite, je voudrais faire un petit sondage auprès de vous. Donc, vous demandez de lever la main. Alors, on va mettre un peu de lumière sale. Voilà, puisque vous allez participer aujourd'hui à travers les SMS, eh bien, je vais vous demander donc de répondre à mes deux questions, très simples. Première question, quels sont ceux et celles d'entre vous qui ont déjà recouru au service d'un VTC, c'est-à-dire d'un véhicule de transport avec chauffeur, donc Uber, bien sûr, étant le site le plus connu, mais il n'y a pas que Uber, il y a le cab en France. Voilà. Donc, levez la main, allez-y. Oh la vache. Ah voilà, donc l'économie collaborative, ça vous parle. Bon, vous êtes des praticiens. Vous êtes des praticiens. Deuxième question. Alors, on va demander à Olivier Cohn de ne pas regarder, peut-être. On ne dénoncera pas les... Quels sont celles et ceux d'entre vous qui ont déjà recouru au service d'une plateforme type Airbnb? Mais là encore, Airbnb n'est pas le seul.
Non, reste avec nous. J'espère que tu as répondu oui, au moins pour savoir comment ça marchait, quand même, par curiosité. Pour aller voir. Donc, il y a aussi des gens comme Séjourning en France et d'autres plateformes. Donc, voilà. Donc, qui a déjà pratiqué? Donc, là aussi, beaucoup de monde. Bon. Donc, l'économie collaborative, c'est effectivement aujourd'hui un phénomène. Les hommes politiques ont senti qu'il y avait quelque chose là derrière, mais sans savoir précisément ce que c'était. Je vous donnerai juste un chiffre, je ne vous embêterai pas avec les chiffres. Le cabinet PricewaterhouseCoopers a estimé qu'en 2025, l'économie collaborative dans le monde pèserait 268 milliards d'euros, 268 milliards d'euros contre 12 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que le chiffre devrait être multiplié par 20. Voilà, donc ça donne une mesure un petit peu de l'ampleur et du phénomène. Maintenant, ça ne vous dit pas précisément ce que c'est. Donc je vais quand même m'atteler à la définition. Et la définition de l'économie collaborative, c'est 4 fondamentaux. Éric Plat l'a rappelé tout à l'heure. Hein. On y reviendra, ce sera l'objet de l'échange que j'aurai avec nos 3 témoins, que je remercie d'ailleurs pour leur présence au passage, tout à l'heure. Donc l'efficacité, le partage, le rayonnement et la confiance. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce sont aussi 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que grâce à l'économie collaborative, aujourd'hui, il est possible de nouer des transactions entre des individus qui ne se connaissent pas, qui sont aux 4 coins du monde, et cela en temps réel. Par transaction, j'entends de la vente, du prêt, de la location, donc les formes peuvent être variables. En résumé, aujourd'hui, j'ai un appartement à Lyon, à Paris, à Marseille. Je n'avais à peu près aucune chance, avant l'économie collaborative, de le louer à un habitant de Pékin. Aujourd'hui, c'est possible. Deuxième caractéristique de cette économie collaborative, et Nicolas Bavrez l'a dit tout à l'heure, eh bien, les consommateurs sont davantage acteurs que dans la consommation traditionnelle, puisque ce sont leurs biens et les services qu'ils proposent qui font tourner cette économie. Pour vous donner un exemple, chez Blablacar, que vous connaissez tous, site de covoiturage, eh bien, 1/3 des membres de la plateforme sont simplement chauffeurs, 1/3 sont simplement passagers et 1/3 sont à la fois passagers et chauffeurs selon évidemment les moments et les itinéraires. Troisième caractéristique de cette économie collaborative, eh bien, c'est un monde où les 3 parties en présence ont à y gagner. Les offreurs, qui sont des particuliers, parce qu'effectivement ils font tourner un bien ou un service qu'ils possèdent et qui était momentanément inemployé. Votre appartement quand vous êtes en vacances vous-même, votre voiture quand vous êtes en déplacement. Voilà, il y a un certain nombre de sites qui proposent ce genre de services. Le demandeur, parce qu'il est en théorie, grâce à ces formes d'économie collaborative, eh bien, il peut obtenir le bien ou le service à des conditions plus intéressantes que ce qu'il trouverait sur le marché. Et enfin, bien évidemment, l'intermédiaire, la plateforme, puisqu'elle se rémunère grâce au titre de... Elle justifie sa rémunération par la mise en relation donc de l'offreur et du demandeur. Donc voilà pour cette définition telle que moi je la donnerai. Ensuite, cette économie collaborative aujourd'hui, elle se développe, il faut voir sur les marchés sur lesquels elle se développe. Et elle se développe sur 5 marchés principaux. Le premier marché que je citerai, c'est évidemment le marché du transport. Alors je ne parle pas d'automobile, vous allez voir, mais plutôt de transport. Dedans, à l'intérieur, évidemment, l'automobile est le marché principal, avec 3 sous-catégories. Le covoiturage, vous connaissez tous Blablacar. La location de voitures entre particuliers, et là, il y a un certain nombre de sites qui existent. Il y a Drivey en France, il y a Wicar. Et puis, les VTC, donc ces véhicules de transport avec chauffeur. Et là encore, il y a Uber, il y a le Cab, et il y a un certain nombre d'autres acteurs. Mais on est arrivé sur ce transport à une telle maturité, presque, j'ai envie de dire, déjà du marché, que ça commence à se segmenter et qu'on a même, sur le segment par exemple, des bateaux de plaisance, rien qu'en France, on a 4 sites au moins qui proposent de la location de bateaux de plaisance entre particuliers. Certains le faisaient déjà depuis longtemps avec des médias moins développés évidemment que l'Internet. Et puis aujourd'hui, vous avez des sites comme Butterfly, donc avec un nom très, très poétique. Vous avez des Sam's Boat, Sales Sharing, etc. Il y a un certain nombre de sites qui proposent ce type d'activité. Le deuxième marché, très important, très connu, c'est celui de l'hébergement. Alors là, bien sûr, les acteurs, c'est des gens comme Airbnb, Séjourning, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, on ne loue pas simplement son domicile, sa résidence principale, mais on loue aussi sa cave, on loue sa place de parking. Donc vous voyez que là aussi, on commence à segmenter les marchés. Troisième marché très important, c'est le marché du financement. Nicolas Bavrez disait tout à l'heure qu'il y avait un besoin de financement pour les entreprises, pour les particuliers aussi, pour des projets. Tout ne passe pas par les banques. Les banques financent surtout des projets immobiliers. Quand on veut financer la création d'un disque, on veut financer
un film, on veut financer un projet humanitaire, eh bien, on va se déposer son dossier sur des sites de financement dits de financement participatif, ou en anglais, pour prendre donc quand même un mot anglais, le crowdfunding. Et donc là, il y a un certain nombre d'acteurs très connus, des gens comme KissKissBankBank, des gens comme Ulule, voilà, et puis un acteur américain qui arrive aujourd'hui, le numéro 1 mondial, qui s'appelle Kickstarter, et qui vient d'annoncer son arrivée en France. Voilà, donc là, c'est un secteur qui se développe très fortement, ce financement participatif. Pour vous donner, alors j'avais dit qu'un chiffre, mais un second quand même. En 2014, les 35 plus gros sites français ont permis de réunir 150 millions d'euros auprès de particuliers pour financer donc les projets d'autres particuliers. C'était 2 fois plus qu'en 2013 déjà. Donc même si ça reste encore très marginal, bien sûr, au regard du financement de l'économie, on est sur des taux de croissance qui doublent en ce moment d'année en année. 4e marché, c'est le marché du service. Alors là, c'est un marché qui explose. C'est le service de particulier à particulier. Et là, il y a à peu près de tout. On peut tout imaginer. Ça va de du gardiennage d'animaux domestiques à la capacité de trouver un cuisinier qui viendra faire les courses et cuisiner chez vous quand vous recevez des amis que vous n'avez pas envie de faire la cuisine ou que vous ne savez pas faire la cuisine. Donc, un cuisinier professionnel, qui a des capacités de professionnel, mais qui reste un amateur. Et puis, vous avez aussi des sites où vous pouvez trouver quelqu'un qui va faire des courses pour vous, qui va vous livrer. Donc, c'est vraiment des activités de messagerie avec des sites comme Colis-Voiturage ou Cocourse. Et enfin, dernier marché, c'est la location de biens entre particuliers. Et là encore, c'est effectivement très, très, très ouvert. On peut louer des perceuses. Alors, c'est le fameux exemple des perceuses qui ne servent que 13 minutes par an, jusqu'à des matériels beaucoup plus pointus, beaucoup plus rares, des marteaux-piqueurs. On peut louer des machines à mousse pour les soirées. Enfin, voilà. Donc, vous voyez que c'est extrêmement ouvert. Donc, face à ce développement, eh bien, les acteurs de l'économie traditionnelle peuvent difficilement rester les bras croisés, et un certain nombre commencent à s'y intéresser. Vous avez peut-être vu que Monsieur Bricolage récemment a lancé une plateforme qui s'appelle la Dépanne, qui permet donc de mettre en relation des particuliers pour se louer donc des outils de bricolage. Decathlon a lancé aussi son Trocathlon, qui est aussi pareil, un service. Alors là, c'est plutôt de l'achat-vente avec une intervention donc des magasins pour mettre en relation encore une fois les particuliers. Les cinémas MK2 se sont associés avec le site de financement participatif KissKissBankBank pour nouer des opérations en commun. La SNCF a lancé un site de covoiturage qui s'appelle IDVroom. Alors, pas concurrent de Blablacar, puisque la place était prise, si j'ose dire, mais sur du covoiturage domicile-travail. Voilà, donc encore une fois, les acteurs de l'économie traditionnelle, de l'économie installée, s'intéressent au phénomène. Dernier élément que je voudrais partager avec vous avant que nous entrions donc dans le vif de notre table ronde, c'est les enseignements que nous avons tirés de notre voyage, du voyage que nous avons fait avec l'Axel aux États-Unis l'année dernière à San Francisco, donc dans le berceau de l'économie collaborative. Enseignements qui ont servi évidemment de base au livre que vous avez et qui vous a été remis, qui est dans le dossier de presse que vous avez, donc sur livre sur l'économie collaborative. Ces 2 enseignements, quels sont-ils? D'abord, que les acteurs de l'économie collaborative aux États-Unis, pays considérés comme plus libéral que la France, les problèmes réglementaires sont les mêmes que ceux avec lesquels se débattent les acteurs en France. Aux États-Unis aussi, les chauffeurs de taxi sont en guerre contre Uber et les autres sites du même type, comme Lyft ou autres. Donc voilà, là aussi, il y a conflit. Les hôteliers et les villes sont en guerre aussi contre Airbnb parce que les uns trouvent qu'effectivement il y a concurrence déloyale et les autres veulent percevoir des recettes fiscales sur les nuitées qui sont réalisées dans leur ville. C'est le cas de la ville de New York, c'est le cas de la ville de San Francisco, c'est le cas de la ville de Los Angeles. Et effectivement, comme l'organisation fédérale des États-Unis le fait, eh bien, ça va se faire État par État. Deuxième enseignement, c'est le fait que la désintermédiation dont on parle dans l'économie collaborative, souvent en disant qu'on est dans du C2C, du pur C2C, est assez largement exagérée. Nicolas Bavrez le disait aussi tout à l'heure, il n'y a pas de désintermédiation, il y a toujours des intermédiaires. Et il suffit de se rendre donc encore une fois à San Francisco, d'aller visiter les sièges sociaux de Uber ou de Airbnb, ce que nous avons eu la chance de faire, pour se rendre compte que ce sont de vraies entreprises puissantes. Airbnb, c'est 1500 personnes dans le monde déjà. Le siège de Uber à San Francisco, c'est 400 personnes. Et en plus, ils sont en train de déménager, de se faire construire un siège social magnifique sur les modèles de ceux de Google, Amazon, etc. Donc là encore, pas de désintermédiation, mais des intermédiaires qui
change de nature. En conclusion de tout cela, je dirais qu'effectivement, il y a des points de recoupement entre l'économie collaborative et le commerce coopératif, et on va en débattre dans quelques minutes, mais ces acteurs de l'économie collaborative les ont réinterprétés. Et surtout, ils ont utilisé la technologie pour s'insérer entre les deux points de la relation, qui sont les deux particuliers, et pour en profiter, évidemment, pour capter une partie de la valeur. Donc tout le débat va être, pour vous, commerçants du commerce coopératif, comment conserver cette valeur et comment éviter effectivement que de tels acteurs s'immiscent dans les relations entre les points et entre les particuliers. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. J'espère ne pas avoir été trop long et n'avoir perdu personne en route. Et donc, on va commencer tout de suite à passer ces 4 points en revue. Donc, encore une fois, je le rappelle, efficacité, rayonnement, confiance et partage. Et peut-être démarrer avec vous, Olivier Cohn. Olivier, donc, vous êtes directeur général de Best Western France. La mise en relation, c'est un élément déterminant. C'est ce qui a fait souvent ces plateformes de l'économie collaborative ont fait effraction sur les marchés sur lesquels elles sont rentrées grâce à leurs applications. Hein. La technologie Uber, on l'a vu. Comment est-ce que vous gérez cette mise en relation entre vos clients qui rentrent dans vos hôtels et l'univers qui est autour, l'environnement de l'hôtel? Et quel est le rôle du concierge dans tout cela? Alors, pour essayer de répondre à votre question, je vais remonter juste une étape un petit peu avant pour constater que l'émergence de cette économie Internet dite collaborative pour un certain nombre de ces sites web-là, en fait, on assiste à une transformation assez massive de notre économie avec ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'il y avait un transfert dans la création de valeur. C'est-à-dire que la création de valeur qui était historiquement sur des sociétés qui étaient soit des propriétaires, soit qui détenaient du foncier, etc., s'est déplacée vers des gens qui maîtrisent l'interface. Donc les Uber et compagnie, les Booking.com sont des gens qui maîtrisent l'interface de la relation avec le client. Donc c'est une couche qui est extrêmement immatérielle, qui ne vaut pas grand-chose si ce n'est un peu d'investissement technologique, mais qui capte aujourd'hui la majorité de la valeur. Donc la question que nous, on s'est posée, c'est face à ce challenge-là, comment est-ce qu'on recrée de la valeur? Et Nicolas Bavarez le disait tout à l'heure, c'est comment on remonte cette échelle de la valeur et comment on repart de la problématique du client pour répondre à son besoin et justement recréer cette nouvelle valeur. Parce qu'on ne peut pas, producteurs que nous sommes ou coopératifs que nous sommes, lutter face à certains de ces opérateurs-là. En dehors du côté réglementaire, qui est parfois un peu compliqué, on a des problèmes financiers. C'est-à-dire que si on regarde les 10 plus grandes chaînes hôtelières mondiales aujourd'hui, les budgets marketing de ces 10 plus grandes chaînes hôtelières mondiales, c'est même pas 20% du budget marketing online du plus gros distributeur sur Internet. D'accord. Donc ça pose le débat. On ne peut pas lutter en face. Donc on est obligé de recréer de la valeur différemment. Donc on reprend le parcours du client et on essaye de créer de la valeur différemment. Par le service, et notamment nous on travaille beaucoup sur la partie e-conciergerie, pour donner à nos clients tous les outils qui vont créer cette valeur sur leur séjour, l'avant-séjour, le pendant-séjour, l'après-séjour, développer des services digitaux comme je fais mon check-in, je fais mon check-out, je paye sur mon mobile, parce que toute cette création de valeur permet de renforcer le client dans la satisfaction qu'il a de la marque et donc d'utiliser ces services plutôt que les services d'un distributeur. Alors vous parliez d'e-conciergerie, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce service que vous proposez dans vos hôtels et depuis quand vous le proposez? Donc c'est une plateforme qu'on a développée depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui est présente dans 30 de nos établissements et on a pour projet de déployer l'ensemble de notre parc avant la fin de l'année. Donc c'est une plateforme technologique accessible sur ordinateur, tablette, mobile, quel que soit le système d'exploitation, dans laquelle nos établissements vont saisir, et on va saisir avec eux un certain nombre d'informations sur l'établissement, sur les produits que le client va trouver, les chambres, les restaurations, sur tout ce que le client va trouver autour de l'établissement. Donc quand on vient à l'hôtel, c'est parce que généralement, soit on va visiter un centre-ville, soit on se déplace avec sa famille, donc on a envie d'avoir des idées sur ce qu'on peut faire autour. Donc s'il y a des sportifs dans l'hôtel, c'est leur donner des conseils sur 2-3 parcours de running. S'il y a des gens qui veulent visiter des monuments historiques, c'est les informations sur les différents musées, comment on s'y rend, les numéros de téléphone, toutes les informations pratiques. Donc, bref, le travail qui a été fait ou qui est fait dans les hôtels
très haut de gamme, les hôtels de luxe, où il y a des concierges qui sont là pour ça. Nous, sur nos métiers de milieu de gamme, on ne peut pas avoir, en termes de masse salariale, des concierges dans les hôtels. Donc on dématérialise, on met à disposition de nos clients toutes ces informations-là et on entoure toutes ces informations-là d'une kyrielle de services, comme les services de presse, de kiosques, d'information sur la météo, pour réserver son billet de train, pour réserver son taxi ou même son Uber, pour justement convaincre le client que la valeur, elle est dans le séjour à l'hôtel et dans la marque qu'il a choisie, et pas dans le distributeur qui a ramené sa réservation dans l'établissement. D'accord. Donc, il y a toujours un rôle d'intermédiation important et avec un outil technologique autour pour en faire quelque chose à la pointe et moderne. En fait, notre parti pris, c'est de dire qu'il fallait absolument qu'on dématérialise tout ce qui était dématérialisable en termes de services, tout en humanisant ce qu'on aura dématérialisé. Puisque nos métiers sont des métiers d'accueil et les métiers de commerçants sont des métiers de relations clients. Donc on a nécessairement des investissements massifs en termes de technologie à faire pour adapter nos entreprises, mais en même temps garder ce qui fait notre force, c'est la relation avec nos clients et cette humanité, ce personnel qu'on a en face d'eux. Bernard Cadot, vous êtes président d'Orpi, donc réseau de, je crois, 380 agences. Il y a 1250 points de vente. Je suis loin. Ah non, c'était 380. Oh, pardon. Je suis loin du compte. Excusez-moi. 970 entrepreneurs. Mais c'est pas votre métier finalement consiste en de la mise en relation aussi entre des particuliers, particuliers qui vendent ou qui louent un bien et particuliers qui l'achètent ou qui le louent. Là aussi, est-ce que aujourd'hui, quand on voit le cas d'Uber ou d'autres plateformes, est-ce que l'efficacité passe nécessairement par la technologie de la mise en relation? Uber, encore une fois, en deux mots, juste ce qu'ils ont apporté, c'est effectivement cette capacité à géolocaliser des biens et des individus et à les mettre en relation en temps réel. On a tous vu sur nos écrans de smartphone le taxi approcher, et voilà. Et à tel point que le gouvernement, par la loi Thévenoud, qui a été votée il y a un an, a interdit aux VTC, dont Uber, d'utiliser cette fonction de géolocalisation. Donc on voit bien à quel point c'est effectivement quelque chose de déterminant. Vous, donc, cette conception, cette efficacité de la mise en relation, comment est-ce que vous l'interprétez dans le réseau Orpi tous les jours? Alors, je vais vous répondre juste avant une remarque quand même, parce que quand j'ai vu tout à l'heure les interviews là, dans cette fameuse salle des 4 colonnes de nos différents législateurs, je trouve qu'il y a un décalage énorme. Éric l'évoquait tout à l'heure dans son discours introductif entre cette espèce de carcan administratif et notre volonté à nous, d'entrepreneurs et de coopérateurs, de faire bouger les choses et d'agir. Et quand on les entend, ces législateurs qui vont faire les règles et les lois de demain, sur ces sujets qu'on évoque ce matin, leur premier réflexe, grosso modo, c'est de dire « Ouh là là, il va falloir qu'on réglemente, il va falloir qu'on regarde bien ». Et il y a un vrai hiatus intellectuel parce que l'économie collaborative, si j'ai bien compris, au moins un des aspects, c'est un peu cette volonté de liberté de ceux qui en sont les acteurs. Donc ça n'augure pas un avenir formidable à cet égard et je crois qu'il faudra qu'on soit très vigilant. Après, pour revenir à votre question, il est évident que la technologie et les avancées technologiques ont fait énormément progresser ces concepts. Vous avez évoqué le consommateur, on dit maintenant que c'est un consomme-acteur. Et il revendique ça. Et les outils technologiques le lui ont permis. Moi, j'ai vécu dans les années 2000 l'arrivée d'Internet sur le marché de l'immobilier, où on a vraiment craint que nos professions pouvaient disparaître ou allaient disparaître, parce qu'on s'est dit, bah voilà, il suffit que grâce à Internet, un particulier propose un bien à l'achat ou à la location pour qu'un autre particulier s'en empare sans notre intermédiaire. Ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il a fallu, et c'était le défi d'il y a 10-15 ans, c'est le défi d'aujourd'hui, ça sera le défi de demain, il a fallu qu'on soit à la fois agile et réactif. S'il n'y a pas l'agilité et la réactivité, on passe à côté du sujet. On est en ce moment chez Orpi dans une grande réflexion et un grand projet autour du digital. Il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on va y aller ou pas, c'est quand et comment. Donc clairement, c'est notre enjeu. On est dans cette intermédiation et on s'aperçoit, et c'est quand même ça qui est important, et pour nous qui sommes dans le commerce coopératif associé, l'humain reste quand même au centre de ces valeurs-là. Quelle que soit la technologie, quelle que soit la volonté, il y aura toujours, au bout de cette transaction, et
En ce qui nous concerne, c'est une transaction qui est particulièrement impliquante. Je voudrais rappeler quand même qu'on change de résidence principale 2 à 3 fois dans une vie en moyenne seulement. Donc ces instants-là sont des instants importants. Il y a la technologie, il y a la volonté de bouger et de faire, et il y a aussi le rôle du professionnel qui est justement celui qui va permettre de nouer cette relation et de le faire bien sûr dans un contexte nouveau, avec une technologie nouvelle, mais c'est pas grave. Une des leçons moi, que je veux retenir de cela, c'est que ces différents acteurs que vous avez cités, ils comblent des vides. Et en comblant ces vides, ils apportent 1 ou 2 solutions, peut-être à laquelle on n'avait pas pensé, ou qu'on n'avait pas su industrialiser ou mettre en pratique. Et c'est ça notre enjeu et notre challenge. C'est à nous d'être attentifs, comme je disais, d'être réactifs, d'être agiles, et à notre tour de combler ces choses-là pour répondre à nos clients, parce que tous autant que nous sommes, on a besoin de fidéliser nos clients. Et puis, notre raison d'être, c'est bien sûr que le client soit satisfait des services que nous lui rendons. Oui, Stéphane Solinski, vous êtes directeur général de Sport 2000. Oui, effectivement, comme le dit Bernard Cadot, ces acteurs nouveaux ont quand même eu le mérite. Alors, on les appelle les nouveaux barbares. Nicolas Colin les appelle les nouveaux barbares. Nicolas Colin, qui est un économiste et un investisseur, ont eu le mérite de faire bouger un petit peu les lignes. Aujourd'hui, le standard pour un consommateur, enfin le standard, qui va devenir le standard pour un consommateur, c'est effectivement d'avoir une application qui permet une mise en relation facile. Et on voit sur les portières des taxis G7 en ce moment qu'il est indiqué la meilleure application du marché, rester connecté dans le taxi grâce au Wi-Fi. Donc aujourd'hui, tout le monde se revendique de ça. Il est impossible de ne pas proposer ce type de service. Alors, oui, pour ce qui me concerne. Allez-y, ça va vous suivre. Ça me suit, donc c'est bon, ça marche. C'est bon. Donc pour ce qui me concerne, alors à la différence de mes confrères autour de la table, enfin de la demi-table ronde, c'est que nous on vend des produits de consommation qui sont des biens d'équipement de la personne. Donc quand le consommateur ressort des magasins Sport 2000, il ressort avec un paquet, avec un bien ensuite qui le suit, alors on espère pas trop longtemps, ce qui lui permet de revenir chez nous le plus souvent possible. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que finalement, par rapport à la définition qui est de l'économie collaborative, autour du recensement d'un actif inutilisé, c'est bien ça. Nous, l'actif, c'est le stock de produits. Et notre beau marché du sport a quelques petits inconvénients, mais a le mérite de faire en sorte que finalement le pouvoir est chez celui qui détient le stock. Okay. Donc nous, en quoi on est impacté par tout ça? Simplement dans la capacité qu'on a de maîtriser ce qu'on a en magasin. Donc aujourd'hui, on a un logiciel point de vente qui équipe et qui harmonise, par exemple, 90% de notre distribution. Ce qui nous permet d'avoir une visibilité qui est assez bonne sur ce stock. D'une manière identique, il y a eu un gros boulot fait sur le marché du sport pour améliorer la reconnaissance des produits. Donc là aussi, peu ou prou, alors c'est pas encore assez bien, mais on progresse, on est de l'ordre de 70 à 80% de reconnaissance de la référence produit en magasin. Tout ça, ça permet tout simplement de rallier le plus possible l'offre à la demande, et notre consommateur, même s'il ressort avec un t-shirt ou des baskets de nos magasins, en cela, il ne peut pas être concurrent avec celui qui déciderait de louer ses baskets ou ses t-shirts particuliers, quoique, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un fonds d'investissement qui déciderait de financer ce genre de modèle. Bon, en tout cas, ce n'est pas le cas. On est en concurrence, en tout cas, avec l'état d'esprit du moment, qui fait qu'on est face à des consommateurs qui veulent l'immédiateté et la disponibilité, en général tous au même moment, portés par le marketing de Nike Adidas, pour la faire très courte. Donc, nous, on est plutôt impacté de manière indirecte. Et on est tout à fait obligé, même si on vend des biens d'équipement de la personne, par contre d'avoir des systèmes d'information qui nous connectent au plus proche possible de la demande finale. Alors, l'autre point de recoupement qu'on a pu identifier, c'est celui du rayonnement. Alors, effectivement, un certain nombre de plateformes de l'économie collaborative aujourd'hui sont devenues d'authentiques marques. On a cité un certain nombre de noms, Airbnb, Uber, Blablacar et autres, capables de fédérer à la fois des offreurs et des demandeurs en quantité astronomique, et d'ailleurs ils pratiquent un certain nombre de rachats pour atteindre cette fameuse masse critique. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, Airbnb, c'est 1 million d'hébergements promis dans plus de 190 pays. Olivier Cohn, je vous vois tiquer. C'est ça. Voilà. Bon. Et ce qui est assez... alors, ils font bien leur communication, ils savent faire. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils proposaient déjà 1000 hébergements à Cuba, alors que les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'île des Caraïbes ont tout juste été réchauffées depuis décembre 2014. Donc, vous voyez qu'ils sont très proactifs.
Blablacar, dont je parlais à l'instant, c'est aujourd'hui 20 millions de membres dans 18 pays et le site est très fier d'annoncer que 25 millions de fauteuils passagers seraient restés vides sans son intervention, sans son intermédiation sur les 6 dernières années. Donc il y a cette capacité de rayonnement, c'est-à-dire cette capacité à désenclaver un individu isolé. Dans le commerce coopératif, il y a aussi cette notion je dirais, de désenclavement d'un commerçant qui peut être isolé et donc de le rattacher à un réseau. Et c'est la force et l'intelligence du réseau. Comment est-ce que c'est réinterprété? Alors peut-être Stéphane aussi. Donc comment est-ce que vous vivez, vous, cette intelligence et cette force du réseau dans le commerce coopératif? Je crois que c'est la motivation première fondatrice de celui qui a rejoint un réseau coopératif. C'est ne pas perdre son indépendance. Alors je n'ai pas parlé d'individualisme, hein, voilà, qui est un terme. Ce qui est plutôt le cas dans l'économie collaborative. On est plus sur de l'individualisme. Voilà, donc l'indépendance, l'individualisme, ça ne devrait pas être la même chose et on cultive bien les différences. Donc au-delà de ça, la personne est motivée en général quand elle rejoint un réseau sous enseigne, c'est comme ça qu'on appelle nos organisations. Par une visibilité et par une puissance. Donc c'est une sorte de combinaison de l'accès à la puissance et de la visibilité à l'émergence, sans renier pour autant sa capacité à être un entrepreneur qui conduit tous les jours les destinées de son entreprise. C'est vraiment ça, nous, en tant que modeste permanent. Moi, je suis permanent, je ne suis pas président, adhérent, je ne suis pas élu, je ne suis pas adhérent. C'est comme ça qu'on le vit, en tout cas. Et ce sont Bernard Cadot et Olivier Cohn pour des motivations plutôt altruistes, hein, c'est du partage, c'est de la mutualisation. Je dis ça parce que dans l'économie collaborative, d'après toutes les enquêtes qui ont pu être faites auprès de ceux qui s'inscrivent sur ces plateformes, la motivation numéro 1 première d'adhésion, ce n'est pas s'inscrire dans une communauté, mais c'est faire une bonne affaire. Hein. Donc c'est assez opportuniste, sans jugement de valeur hein, d'ailleurs, mais c'est plutôt opportuniste. Ce qui n'est pas le cas dans l'économie collaborative, dans le commerce coopératif. Dans le commerce coopératif, c'est pas forcément altruiste quand même. On veut quand même gagner de l'argent, ce qui est normal. Oui, parce qu'un entrepreneur, il a un modèle économique à faire tourner et il a besoin, in fine, de réaliser des profits et de la marge. Simplement, il ne le fait pas de la même manière qu'un autre. Il ne le fait pas forcément pour les mêmes motivations. Il va partager des valeurs qui seront différentes. Effectivement, vous évoquez le rayonnement et le fait d'être quelque part sous une enseigne et d'être reconnu comme tel. Et je pense on fonctionne à peu près tous comme ça. Nous essayons, nous, stratégiquement, de faire jouer la synergie entre la notoriété nationale de la marque et la notoriété locale de celui ou de celle qui porte cette marque. Donc ça a du sens. Ça prend aussi d'autres formes, comme ce qui est très important chez nous, le partage d'expériences. On se réunit souvent, on partage souvent les expériences et c'est comme ça qu'on progresse. On nous a d'ailleurs à plusieurs reprises rendu cet avantage-là parce que de là naissent des liens qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus forts que si ça vient de tout en haut et qu'on répand la bonne nouvelle jusqu'en bas. Et la capacité et la valeur d'adhésion des individus, des coopérateurs, des entrepreneurs, quand ça émane d'eux et que ça a été discuté ensemble, elle est largement plus forte. Certes, ça prend un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus fort. Et ce sentiment d'appartenance, il est très fort, il est très prégnant. Et nous, on le constate tous les jours. Tous les jours. Olivier Cohn, sur cet effet réseau, parce qu'effectivement, Bernard Cadot vient d'évoquer l'effet réseau, c'est la force aussi de l'économie collaborative, cette capacité à recruter, à fédérer donc de nouveaux membres, offreurs, demandeurs, et avoir donc une communauté extrêmement large. Comment cet effet réseau, il y a des permanents, il y a surtout des référents dans les réseaux d'économie dans les réseaux coopératifs. Ces permanents sont des liens entre les magasins, entre les points de vente, entre les adhérents et les centrales. Comment est-ce que ça se concrétise et voilà, où est la valeur? Enfin, comment est-ce que ça s'opère? Il y a un peu deux types d'équipes, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui doivent être en relation avec le terrain, puisque dans la valeur des coopératives, certes, on n'est pas dans un monde de bisounours et les coopérateurs attendent du chiffre d'affaires, de la rentabilité de la coopérative auquel ils adhèrent. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils cherchent aussi parfois du lien, de ne pas être isolés, de pouvoir comprendre les mutations de leur secteur d'activité ou de l'économie. Donc, en tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on le travaille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en lien avec le réseau, qui passent
leur temps à dialoguer avec eux, à être en relation, à faire remonter les problématiques et à faire redescendre les stratégies. Et puis en même temps, il faut qu'il y ait une base d'experts. Des gens qui soient des experts en marketing, en commercialisation, en finance, des experts métiers, et qui transmettent le savoir au réseau et aux gens qui font l'animation de réseau pour justement cette création de valeur soit à la fois descendante et ascendante, ce qui est quand même le point fort de nos réseaux. Alors je dis ça, parce qu'effectivement, évidemment, pour toute la salle, tout ça, ce sont des choses connues, mais parce que l'économie collaborative essaye, réinvente, en tout cas reprend ces fonctionnements avec ce qu'ils appellent la logique des ambassadeurs. Un certain nombre de sites, Airbnb c'est le cas notamment, mais c'est aussi un site comme Cher Voisin, ont donc des ambassadeurs qui sont de sorte de super membres privilégiés, auxquels ils remettent d'ailleurs un certain nombre d'outils marketing pour recruter d'autres membres, les faire venir dans la communauté, en échange de quoi ils perçoivent aussi un certain nombre d'avantages quand ils arrivent à recruter, et qu'ils sont un peu ce chaînon justement entre le site et la communauté. C'est pour ça que je vous posais cette question. Finalement, là encore, l'économie collaborative reprend des logiques que vous exploitez, que vous avez déjà en fonctionnement depuis très longtemps. Oui, Stéphane ou Bernard, je vous voyais prêt à prendre le micro. Enfin, je voudrais rebondir sur le point que vous avez souligné. Effectivement, on n'en parle pas assez, mais peut-être contrairement à tous les acteurs qu'on a cités tout à l'heure, qui sont un peu opportunistes par rapport à la vague de cette économie collaborative, dans la coopérative, on partage un capital qui est celui du savoir-faire. Et on a eu l'occasion, nous, de le tester il y a très peu de temps chez Sport 2000. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait pour les adhérents de proposer à leurs pairs de les aider, tout simplement, quand ils peuvent rencontrer des difficultés liées à la performance de leur point de vente. Et donc on a monté un projet qui fait un clin d'œil à une technique connue dans d'autres secteurs, qui est le store staging. Voilà. Donc c'est une allusion au home staging, et ça consiste simplement, sans rien toucher au magasin, autre que la manière de gérer le flux consommateur et on va dire globalement le merchandising, d'améliorer les performances de ce magasin. Voilà. Donc, comment ça se passe concrètement ? Il y a des adhérents qui se mobilisent, qui ont été sélectionnés par rapport à la performance de leur point de vente, en général au chiffre d'affaires en mètre carré, en marge au mètre carré, et qui, sous la forme de commando, quelque part débarquent. Opération spéciale. Opération spéciale. Donc ça se fait un peu la nuit, alors le moins possible pour des raisons de droit social, parce que vous savez qu'il y a aussi des collaborateurs permanents qui les assistent. Et en 24 heures, on va dire, ils redimensionnent le magasin. Ils lui redonnent plus de commercialité. Et finalement, c'est un service tout à fait gratuit, ce qui ne manque pas d'étonner l'adhérent qui bénéficie de ce service. Il a juste un seul devoir, parce que la coopérative, ce sont des droits et des devoirs aussi. Son devoir, c'est de participer lui-même à un store staging pour l'un de ses confrères qui aura le même besoin. Voilà. Donc ce sujet rendait sceptique un certain nombre d'adhérents spontanément sur la question, qu'est-ce qu'on va venir chez moi m'apprendre comment je dois commercer. Il s'avère que dès lors qu'il comprend que c'est un autre adhérent qui vient chez lui, l'appréhension change. Et puis bien sûr, et je terminerai par ça, derrière, on suit les performances. Voilà. Et quand on les rend publiques, ces performances, et qu'on montre des écarts significatifs sur les rayons qui ont bénéficié du store staging, en général, ça convainc les récalcitrants, les réfractaires. Et après, on a géré juste l'affluence de demandeurs. Alors si je vous pose la question des chiffres, quels sont les progressions on n'a pas de concurrents dans la salle, heureusement. Non, vous pouvez y aller en toute confiance. C'est significatif de plusieurs points en termes de marge. Plusieurs points de marge. Ouais, de plusieurs points de marge. Je parle de points, de marge au mètre carré sur des rayons. Alors bien entendu, vous allez me dire oui, mais on traite des adhérents qui en avaient besoin et qui n'étaient pas au niveau de performance qu'on souhaiterait. Certes. Bien entendu, toute la performance, je crois, dans un réseau coopératif, en tout cas je parle pour Sport 2000, et de rassembler la diversité autour d'une moyenne qui est plutôt une moyenne haute, élevée, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire ça. Olivier, on va faire quelques tweets questions, parce que le temps est passé déjà. Voilà. Alors, ce qui est arrivé, déjà une question peut-être un peu philosophique, est-ce que l'organisation de vos groupements ne s'apparente-t-elle déjà pas à un réseau social, par principe ? Puisqu'on cherche à créer des liens entre l'économie collaborative et le commerce coopératif associé. Est-ce que, l'air de rien, vous n'êtes pas finalement, vous-même déjà, un réseau social ? Écoutez, nous, on travaille sur les réseaux sociaux en ce moment et on développe ça énormément, mais oui, en tant que tel, Orpi va fêter ses 50 ans l'année prochaine, et Orpi est né sur un principe qui prévaut toujours, c'est celui du partage
des mandats que les clients nous confient. Nous, on est dans l'immatériel, on n'est pas dans le stock et dans le matériel, on est dans l'immatériel pur. Et le bien le plus précieux que l'on puisse partager, c'est la confiance de notre client qu'on va retransmettre à nos confrères. Donc ce type de partage, oui, c'est en soi une forme de réseau social, forcément. Gardez le micro, une autre question qui est arrivée pour vous. Pourquoi ne pas créer un Orpi à la Uber, avec géolocalisation des biens? La question est sensée. Alors la question est parfaitement sensée. Je peux presque dire que ça existe déjà. Alors, on a un gros problème en France, mais bon, ça, c'est un vaste sujet et on ne le traitera pas ce matin. Il y a des mandats simples et des mandats exclusifs quand on confie un bien à la vente. Et le principe du commerce, que je sache, c'est quand même de présenter le produit et donc de dire où il est. Et quand on a un mandat simple et qu'il est confié à plusieurs et que notamment des particuliers sont censés vendre de leur côté, eh bien, on arrive à cette aberration qu'on ne peut pas géolocaliser le bien. Parce que si on dit où il est, on est sous risque d'être désintermédié. Bon, donc, les mandats exclusifs progressent. Chez nous, c'est 42% de taux de mandats exclusifs, donc on géolocalise systématiquement. Et il va falloir que les choses évoluent et que les choses bougent, parce que ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on doit à nos clients. Alors sur la valeur ajoutée, ce que je retenais de ce qu'Olivier disait tout à l'heure, c'est en gros d'offrir déjà une fluidité du parcours client beaucoup plus importante. Le check-in à l'avance, par exemple, c'est des choses que ne rendent pas possible, en tous les cas plus difficiles, ces nouveaux barbares de l'hôtellerie. Vous essayez de me faciliter la vie au maximum. C'est ça en fait. C'est ça. On essaie de faciliter le parcours, d'anticiper les besoins et les problématiques avant, pendant et après le séjour, avec une plateforme de service pour le client. Et une question qui est forcément spécifique pour toi, Olivier, parce que tu es le plus exposé à date en tous les cas, faut-il un encadrement législatif? Bernard a déjà donné son avis tout à l'heure. Nicolas Bavren nous a dit qu'évidemment, il ne fallait pas y penser une seconde. Est-ce qu'il faut encadrer Airbnb? Dans un certain sens, oui. Encore une fois, personnellement, j'ai rien contre la concurrence. Je crois qu'elle nous permet de nous stimuler. Et si on n'avait pas une concurrence comme Airbnb ou comme Booking aujourd'hui, on ne serait peut-être pas en train de développer ces services digitaux. Maintenant, ce qui pose véritablement question, c'est quand non pas le particulier met son appartement pour 2 jours tous les 4 mois parce qu'il veut partir en week-end à Séville, comme on a pu voir dimanche soir à la télé sur TF1, mais quand vous avez des gens qui ont 80 appartements à Nice, qui sont des professionnels, qui en font leur métier, et leur rentabilité, et qui, eux, n'ont aucune règle à respecter. Quand nous, on doit s'occuper de l'hygiène, de la sécurité, de l'accès des handicapés, les professionnels sur le même marché devraient avoir les mêmes règles. Donc, soit on a des règles pour des typologies d'acteurs qui sont des typologies similaires, soit il n'y a pas de règles. Donc la réponse, elle est plutôt oui quand même. Hein. Donc là, elle est plutôt oui. Après, encore une fois, le particulier qui loue son bien une fois de temps en temps, c'est pas ça qui crée le gros du marché. Et là où on parle d'économie collaborative, où on dit que c'est du C2C, il y a une base de C2C sur ces sites-là, mais il y a aussi une très grosse base de professionnels qui se déguisent en consommateurs et qui louent des biens tels qu'ils le font et que c'est juste un outil de commercialisation supplémentaire. Olivier voulait dire. Oui, je voulais juste ajouter un petit mot. Oui, effectivement, la législation est en marche, alors lentement, mais elle est en marche. Vous avez peut-être entendu l'opération qui a été faite par la mairie de Paris il y a quelques jours, donc la descente contre les meublés touristiques pour donc déloger, dénicher effectivement ceux qui étaient des professionnels. Et puis la loi Allure qui a été votée récemment, a encadré un petit peu plus cette activité d'économie collaborative, donc de location de sa résidence principale pour des durées déterminées dans l'année. Voilà. Et aux États-Unis, même chose, les villes obtiennent petit à petit que Airbnb paye de la taxe de séjour sur les nuitées qui sont réalisées dans les villes en question. Donc, voilà. Et ça sera le cas en France aussi. C'est même d'ailleurs le cas en France. Maintenant, Airbnb doit payer, quand on loue son appartement à travers Airbnb, on doit payer une taxe équivalente à un hôtel première étoile, d'une étoile, pardon. Une question qui est arrivée pour Stéphane, spécifiquement sur le sport, en citant même une marque. Lorsque les marques tentent d'agréger des communautés autour d'elles, comme le fait Adidas par exemple à Paris avec The Boost, est-ce que c'est une forme de menace sur vous ? Parce que globalement, elles utilisent aussi les mêmes outils que ceux qui sont à la base de l'économie collaborative, avec le risque qu'elles détournent cette communauté des commerçants que vous êtes. Alors, les marques, ce sont nos meilleurs partenaires. En fait, on ne vend que des marques chez Sport 2000. On a 0 MDD. C'est pour ça que la question vous était spécifiquement adressée. Mais je vois qu'elle est parfaitement adressée. Tout ce qui profite aux marques nous profite.
On voit très bien les segments que vous citez, qui sont ceux du running, sont des segments qui ont été élargis, soyons clairs, beaucoup par le marketing des marques. Donc moi, tout ce qui élargit le marché, élargit mon business, et on en est tout à fait satisfait. Une autre question, et ça sera la dernière, sauf si là aussi on a tous mal écouté, mais je pense qu'aucun d'entre vous n'a prononcé le terme de tiers de confiance comme étant peut-être votre valeur la plus forte dans ce monde du collaboratif entre consommateurs. C'est que finalement vous représentez quelque chose qui a une valeur soit pour l'acheteur, soit pour le vendeur, c'est que vous êtes un tiers de confiance en matière immobilière. C'est quand même pas rien, Bernard, ça. C'est plus que le tiers de confiance, c'est que les agents immobiliers doivent à leurs clients une assurance responsabilité civile professionnelle, une caution pour les fonds qui sont détenus, etc. etc. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. On évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas Bavras qui disait la boutique, le point de vente ne disparaîtra pas. Moi, je suis convaincu que ça ne disparaîtra pas. Et justement, c'est une forme de réassurance pour le client. Clairement, le fait que nous soyons implantés, alors nous on revendique une expertise de proximité, parce qu'on est assez nombreux, le fait d'être à un certain endroit dans la ville, que les clients puissent nous identifier, qu'ils puissent revenir. On a aussi, nous, nos prédateurs, ça s'appelle les mandataires commerciaux, qui ont pour seul et unique lieu de travail leur véhicule et puis un petit bureau au fond de la cave chez eux. Clairement, ces gens-là n'offrent pas cette notion de tiers de confiance et de réassurance qu'on peut offrir. Il y a aussi une notion qui n'a pas été abordée, mais ça serait sans doute un vaste sujet. Est-ce que les particuliers qui sont à fond dans cette économie collaborative et dans ce C2C sont certains de faire à chaque fois une bonne affaire et de payer moins cher? En ce qui concerne l'immobilier, je peux démontrer que non. Eh bien, on va laisser la question en suspens. Merci à tous les quatre. Merci Olivier, Bernard, Stéphane et Olivier.